Tout d'abord, je voudrais m'excuser de vous avoir laissé tomber hier. C'était pas la journée pour être absent, je suis vraiment désolé, mais il fallait que j'aille à la radio. Donc voilà, c'est pas forcément parce qu'il y avait des monstres trucs à faire ou à dire hier, mais vu qu'on a quand même vécu cette explosion thermonucléaire des marchés l'autre soir, il y avait largement de quoi faire de l'humour et se marrer. J'ai donc raté une bonne vidéo. Mais bon, comme dirait Claude François, ça s'en va et ça revient. Et en effet, avant-hier, on est monté, puis hier, on est revenu, le tout dans l'incertitude et la stupidité la plus totale. Et ce matin, on se retrouve donc à devoir encore une fois digérer la vague de vente de la veille et à se demander de quoi sera fait la prochaine. La prochaine quoi ? La prochaine hausse ou la prochaine baisse. Non, parce qu'à l'heure actuelle, on se rapproche plus de Las Vegas que de Washington quand il s'agit de prendre une décision économique ou politique. Alors, je ne crois pas me tromper, en tout cas pas beaucoup, en disant que vous avez bien compris depuis le 26 janvier que Trump a le pouvoir de nous faire danser la gigue ou de faire swinguer les marchés en quelques mots et en quelques posts bien sentis sur les réseaux sociaux et entre deux tutos de maquillage et un reportage sur les chemtrails. Bienvenue dans ce Morning Bull Live en mode secouez-moi, sinon la pulpe elle reste en bas. Je suis Thomas Veillet et nous sommes le 11 avril 2025. Aujourd'hui, j'enverrai bien une lettre aux autorités pour fermer les marchés le temps que ça se calme. En tous les cas, en attendant qu'ils se décident à fermer les places de bourse pour une durée indéterminée et pour que les grands de ce monde puissent faire joujou avec les économies mondiales, nous passons des journées à faire du haut en bas et du bas en haut sur le fond d'une vieille musique des années 70. Donc si on récapitule, on s'est violemment pété la gueule lundi dernier parce qu'il n'y a pas eu de négociation durant le week-end et que Trump a déclaré qu'il n'y aurait pas de moratoire. Et on a explosé de près de 10% parce que Trump a déclaré qu'il y aurait un moratoire de 90 jours. Et hier, on s'est recassé la gueule parce qu'il y a trop d'incertitudes et qu'en plus, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis commence à inquiéter les intervenants. Et en plus, ça ne s'arrête pas là, on n'est jamais à l'abri de rien compte tenu du fait que Trump a la stabilité mentale d'un labrador hyperactif qui cherche un biscuit qui est tombé sous le canapé. On va donc pas se mentir, ces périodes de volatilité extrême n'apportent rien de bon à la réflexion, sachant qu'il ne sert à rien de réfléchir, puisque le mec qui nous tient en joue depuis à peu près 2 mois et des brouettes est totalement instable mentalement. Les tarifs de la Chine sont donc à 145%, on a l'impression que ça monte de 20% tous les jours, en fonction de l'humeur de Trump, et il n'y a absolument rien qui nous garantisse qu'il va conserver son moratoire pour 90 jours. Surtout que le week-end commence ce soir, qu'il va aller au golf et qu'il va sûrement ressortir une connerie dans Air Force One en revenant de Floride dimanche soir. Je reste plutôt convaincu qu'il faudrait tout fermer en attendant que ces guignols qui dirigent le monde se soient mis d'accord. Mais en attendant, c'est ouvert, hélas. Alors, on reprend les choses dans l'ordre. Donc après l'explosion de mercredi soir, hier matin, les Européens n'ont pas eu vraiment d'autre choix que de courir derrière pour rattraper le retard. Vous pouvez relire la totalité des résumés boursiers de la veille, chercher des justifications pour expliquer le rebond de l'Europe, en tout cas durant la séance de jeudi. La seule et unique raison, c'est la hausse stratosphérique de mercredi aux États-Unis. On peut donc considérer que pour le moment en tout cas, l'Europe se positionne en suceur de roue et va se contenter de faire comme les Américains, mais pour cause de décalage horaire, par moment on aura quand même un peu l'impression que le vieux continent, il joue simplement avec une journée de retard, une demi-journée de retard. Alors si vous avez regardé un peu les chaînes d'infos européennes hier, il ne s'est rien passé d'autre que la volte-face du président Trump sur les droits de douane. Nous avons donc virtuellement passé la journée en édition spéciale pour savoir pourquoi Trump avait tourné la veste et s'il avait vraiment manipulé les marchés à son avantage. Quand on voit les volumes des calls qui ont été traités juste avant, on peut se dire qu'il y en a qui étaient très au courant de la chose. À la fin, pas vraiment eu de réponse quand même fondamentale, mais la plupart des indices européens ont terminé en forte hausse, vous l'avez vu. En revanche, aux États-Unis, on recommence dans l'autre sens. Il y a eu quelques prises de bénéfices après la victoire totale de la veille, et dès que les Européens ont fermé leur bourse locale, et de nouveau, comme d'habitude, le sell-off a repris et New York, en fin de séance, perdait 3,5% sur le S&P 500 et 4,5% sur le Nasdaq. Ça, c'est juste pour l'histoire. Pourtant, il ne s'est rien passé durant la séance. Enfin, pas vraiment grand-chose. Enfin, quand je dis rien passé, je veux dire que Trump n'en a pas rajouté une couche, les médias s'en sont chargés largement, puisque tout le monde s'est mis à parler délit d'initié et le pourquoi du comment il a fait son rétropédalage, histoire de conserver un peu de passion et de rationalité
l'actualité, mais encore une fois, la séance aura été violente et volatile. Ah, moi je vous dis, je me rappelle d'une époque pas si lointaine, je pense de 2-3 mois en arrière, où on comptait fièrement le nombre de jours où le marché n'avait plus bougé de plus de 2% dans un sens ou dans l'autre, et qu'il accumulait les séances de hausse paisibles avec pour seul argument le fait que, ouais bon ben de toute façon, la Fed elle va baisser les taux. Cette période bénie me paraît soudainement tellement lointaine. Enfin, chose est-il qu'encore une fois, alors que l'Europe finissait en hausse, les ricains finissaient en forte baisse, comme s'ils mettaient un point d'honneur à ne pas faire comme nous. Mais bon, restons calmes et posés, restons sereins. Il faudra tout de même admettre qu'après une séance de hausse de près de 10%, il est souvent très normal de faire un pullback. C'est d'ailleurs ce qu'a expliqué Monsieur Peter Navarro, le conseiller au commerce de la Maison-Blanche, le gars qui a déclaré hier que la baisse des marchés n'était pas très importante et qu'après une forte hausse, il était largement logique et classique de voir des prises de bénéfices. Navarro, c'est le type que Musk a traité de crétin la semaine dernière, enfin au début de semaine, et quand on regarde le CV du gars, franchement, il est viscéralement anti-chinois. D'ailleurs, je suis pratiquement certain qu'il a jamais mangé de nem de sa vie. Et puis, comme on était en édition spéciale toute la journée, toute la séance, il faudra aussi noter qu'on est allé chercher les statistiques du passé, et puis on s'est rendu compte que l'explosion haussière de mercredi, c'était juste seulement la 10e plus forte hausse de tous les temps. On s'est aussi rendu compte que la plupart des journées stratosphériques de l'histoire date des années 30 et que le record absolu est détenu par la journée du 15 mars 1933 et le S&P 500 a été monté de 16,61%. Oui, je sais, ça vous fait une belle jambe, mais ça fait aussi de la culture générale. On a donc aussi pu constater que quand on a une journée pétage de plomb comme on a eu l'autre jour, dans les 10 jours qui suivent, en général, on a presque tout perdu. Et puis, pour ceux qui se demanderont, ou qui se demandent pourquoi le marché avait explosé en 1933, parce que vous êtes vraiment passionné et intéressé, c'est tout simplement parce qu'il venait de passer ce qu'on appelle l'Emerging Banking Act, qui était censé restaurer la confiance dans le système bancaire. Il y a des choses qui visiblement ne changent pas au travers des siècles dans le monde merveilleux de la finance. Et ce jour-là, le 15 mars 1933, tout est monté, même les titres pourris, et les gens rachetaient à l'aveugle. C'était un peu la première fois depuis 1929 qu'on voyait un retour de l'appétit au risque. Bon, attention, c'était juste un retour de l'appétit au risque, c'était pas encore un bull market, ni le bull market du siècle, juste un énorme short squeeze couplé à un tout petit peu d'espoir. Espérons qu'on n'est pas en train de se faire un remake. Au milieu de ces prises de bénéfices et de ces comparaisons venues des années 30, il fallait aussi tout de même noter que le CPI américain a été publié. Vous remarquez comme on s'en fout des chiffres macro? D'habitude, on se prend la tête 2 semaines à l'avance et là, on s'en fout complètement. Hier, il a été publié et comme prévu, personne n'en avait rien à foutre. Pourtant, il a baissé de 0,1% en mars, ce qui ramène le taux d'inflation sur 12 mois à 2,4%, en baisse par rapport aux 2,8% enregistrés en février. Ça baisse! En excluant, bien sûr, l'alimentation, l'énergie, tous ces trucs qui servent à rien, l'inflation de base a atteint un taux annuel de 2,8%. C'est le taux d'inflation de base le plus bas depuis mars 2021. La nouvelle est quand même géniale. Et ces chiffres, en plus, étaient en dessous des attentes des économistes. Mais pour être franc avec vous, la réaction générale aura été « Ouais, bon, on s'en fout si l'inflation est plus faible que prévu. Parce qu'avec tous les trucs qui vont nous tomber dessus avec les tarifs de Trump, elle va forcément remonter dans les mois qui viennent, l'inflation. Alors bon, honnêtement, pouf! C'est assez normal, puisque les gars qui font les prévisions sur l'inflation et les baisses ou les hausses de taux de la Fed ont été tellement justes ces dernières années qu'il ne faut surtout pas se poser de questions. Bref, l'inflation va mieux, mais c'est pour aller pire après. C'est un peu le message que ça a transmis hier soir. C'est une certitude acquise par ce marché qui n'a jamais tort et qui ne se trompe jamais. Et puis ce matin, il y a un truc qui tente de détourner notre attention des délires psychotiques de la Maison-Blanche. C'est la saison des résultats qui commence avant l'ouverture. On aura droit aux chiffres de JP Morgan, Wells Fargo, Bank of New York, BlackRock et Morgan Stanley. Alors, il y a un vieil adage boursier qui dit qu'il faut acheter quand il y a du sang dans la rue. Bon, je sais pas s'il y a du sang dans toute la rue, mais disons que du côté des banques, quand on voit d'où elles viennent, ça doit quand même friser la petite hémorragie fémorale. Il devrait donc y avoir du sport sur le secteur avant l'ouverture. Et puis, ça sera aussi super intéressant d'écouter les conférences de presse post-publication. Rappelons quand même que Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, a tout de même vendu un énorme paquet d'actions de sa propre banque juste avant que ça baisse. Mais surtout parce que les mots auront vraiment beaucoup d'importance ce trimestre, vu dans le monde dans lequel on vit. D'ailleurs, la petite anecdote passionnante du jour qui résume très bien l'ambiance actuelle et l'envie de prendre des risques, écoutez ça. Hier, CarMax,
vendeur de voitures occasion, blablabla, on s'en fout, a publié des chiffres pas terribles et l'action s'est pété la gueule, moins 17%. Bon, jusque-là, rien que du très classique. Mais ce qui est surtout le plus drôle dans tout ça, c'est que le CEO a refusé catégoriquement de communiquer leurs prévisions pour l'avenir parce qu'il estime que les incertitudes macroéconomiques ne permettent pas d'anticiper ou de prévoir quoi que ce soit au niveau du business. Alors autant vous dire que si une boîte sur deux qui va publier ces prochaines semaines nous sort des déclarations de ce style, je pense qu'on va se faire démonter, mais quelque chose de pas triste, enfin action par action, bien sûr. Niveau visibilité, c'est pas mieux du côté des banquiers centraux, puisqu'hier on a aussi eu Michel Bowman qui a déclaré que si l'économie américaine restait solide, les répercussions de la politique commerciale de Donald Trump demeureraient incertaine. Et pour en rajouter une couche, le président de la Fed de Chicago, monsieur Austin Goolsbee, a dit que la Fed pourrait éventuellement peut-être, mais c'est même pas sûr, recommencer à baisser les taux, mais seulement quand les incertitudes commerciales seront levées. Ah bon, tiens, quelle surprise, parce que visiblement, c'est pas prêt de se produire. Maintenant, on va parler brièvement des bons du trésor, parce que j'ai l'impression que ça devient un peu le sujet à la mode, alors on va vite aller faire le tour avant de partir en week-end. Pendant des décennies, les bons du trésor américains, c'était un peu le truc qui rassurait. Vous savez, la peluche qu'on serre contre soi, parce qu'on a peur d'aller se coucher, parce qu'on a peur d'avoir des monstres sous le lit, ou on a peur que tout parte en vrille dans les marchés financiers. C'était le refuge ultime, le sanctuaire, le bunker financier. Crise après crise, ils étaient là, solides, fiables, rassurants. Mais là, en 2025, c'est plus du tout le même délire. Depuis que Donald Trump a relancé une guerre commerciale à la mitrailleuse lourde, vous en avez entendu parler, j'imagine, eh bien, les bons du trésor ont commencé à péter un câble, littéralement. Ils ne se comportent plus comme un actif refuge, mais comme un actif risqué. Quand les actions chutent, ils chutent. Quand les cryptos s'effondrent, ils suivent le mouvement. On dirait grosso modo un mauvais hedge fund accro au leverage. Et pendant ce temps-là, les rendements s'envolent, le dollar plonge et même les gérants de BlackRock commencent à déclarer tout haut, ce que tout le monde pense tout bas depuis quelques temps, les bons du trésor, c'est plus ce que c'était. Alors vous me direz, pourquoi ce gros n'importe quoi? Eh bien parce que cette année, les USA vont devoir refinancer 7000 milliards de dollars de dette américaine, et puis c'est pas rien, c'est pas une bricole. Le souci, c'est que ces montagnes de dettes avaient été émises à une époque bénie, où les taux étaient proches de zéro, et où tout le monde croyait encore à la magie du QI éternel. Mais là, bam! Les taux sont remontés, les investisseurs sont nerveux et surtout, les marchés demandent une prime de risque pour continuer à prêter aux États-Unis. Ce qu'on peut comprendre vu l'ambiance. En gros, ils disent « Ok, d'accord pour refinancer, mais à ce prix-là, il va falloir faire beaucoup mieux parce que sinon, moi, je vais prêter directement aux Grecs. Là, il va falloir faire un petit effort. » Trump, lui, de l'autre côté, il joue son jeu, un autre jeu, avec ses tarifs douaniers. Il tente de mettre la pression sur les créanciers étrangers pour qu'ils refinancent sans trop discuter et sans trop regarder sur tout ce qui est écrit en bas du contrat en tout petit caractère. Et pendant ce temps, il rêve tout haut d'une réindustrialisation express qui résoudrait le problème. Oui, j'ai bien dit rêver pour l'instant. Sauf que les marchés, eux, ils voient surtout un déficit qui enfle, une croissance molle, un dollar qui tousse, on parle de stagflation à droite et de récession à gauche, enfin pas trop la situation idéale pour aller emprunter de l'argent. Et maintenant, les taux à 10 ans et 30 ans sont remontés à leur niveau de 2008, les primary dealers, donc les grosses banques qui ont acheté ce genre d'obligations, affichent des pertes qui frisent les 400 milliards sur leur portefeuille obligataire. On se souvient qu'il y a 2-3 banques qui commencent à se demander comment elles vont s'en sortir sans que ça se voie trop. Et puis, on est entré dans une nouvelle ère. Une ère, finalement, où le risk-free asset, ça devient un pain trade, où les investisseurs étrangers se posent des questions et où le dollar, il n'est plus vraiment aussi intouchable qu'il le fut en son temps. Voilà, bienvenue dans un monde où même les États-Unis commencent à ressembler méchamment à un pays émergent. Il y a des matins comme aujourd'hui où j'ai l'impression qu'on vit dans un monde qui n'a plus ni queue ni tête et qu'on est en face d'un barrage de 300 mètres de haut qui commence à se fissurer dans tous les sens. Donc surveillez bien les bons du trésor ces prochains temps parce que ça devient un petit peu l'obsession actuelle. Donc avant d'avoir les pieds dans l'eau en face de ce barrage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de la partager. Nous on se revoit demain pour le Swiss Bliss, pour faire un point sur cette semaine apocalyptique en termes de volatilité puis en termes de tout le reste d'ailleurs. Et en attendant, passez une excellente journée et on se voit demain. Bye bye.